Mesdames et messieurs, bonjour. Claude Mouchard et moi-même allons vous lire un poème d'un poète israélien et un poème d'une poétesse palestinienne. De Avot Yeshurun, traduit de l'hébreu par B. Formantelli, un poème du recueil « À présent, je n'ai pas ». À présent, je n'ai pas. Dans la rue où j'habite, je ne pourrai changer de chemise. Je ne pourrai ôter le pantalon, renforcer l'élastique du caleçon. À présent, je n'ai pas. N'est que la poésie, pas le maître, ni le vers, ni les choses. Pas les choses qui sont dans la poésie, ni la poésie qui est dans les choses. 16 Ejvan, 5751, 4 novembre 1990. De Nida Younes, un poème traduit de l'arabe Palestine par Mohamed Cassini, publié dans la revue Poésie, numéro 175, en 2021. Ce poème s'intitule « Évidence ». La vie n'est pas dans cette pièce, ni sur cette table éclairée faiblement, ni dans le livre posé comme un talisman sous l'oreiller, ni sur le sofa individuel froid, couleur lilas, délavé, ou dans les rideaux lourds, ni sur l'estampe chinoise accrochée au mur décorée de gravures, ni dans le voile qu'elle a retiré justement parce que j'étais dedans. La vie n'est pas dans la robe de soirée jetée sur le bord du lit, large et vide, ou dans le tiroir d'une coiffeuse que je n'ai pas touché cette nuit. La vie n'est pas dans mes allers-retours incessants entre la porte et la fenêtre, ou dans la petite bibliothèque entre les poésies de Mallarmé, d'Aragon et de Baudelaire, ni dans les statues orientales d'un pays européen, ni dans les carreaux de l'ère victorienne, ou dans une montre de Dali, ou dans un miroir de l'époque baroque. La vie n'est pas dans un tapis de prière, étalé par un immigré maghrébin quand il a appris que j'étais musulmane et que j'allais visiter le quartier latin, comme le font tous les Arabes, et que je ne pouvais pas boire ni fumer, que je ne pouvais fatalement pas être à l'écoute de mon corps, et que je n'avais dans ma valise, qu'ils ont fouillé avec rage, que des robes, un livre de prière et un parfum d'Arabie. La vie ne se trouve pas dans les prières de ma mère, ni les recommandations de mon père, ni même dans les photos qui occupent l'écran de mon smartphone. Le problème ne réside pas dans mes expériences du lit pour définir la vie, mais dans le fait que je n'arrête pas de chercher ce qui se trouve derrière cette porte, alors qu'il me suffirait simplement de l'ouvrir et de sortir. C'est bon? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces deuxièmes entretiens de la revue Poésie de cet automne 2023. Et aujourd'hui, nous avons la chance de consacrer notre rencontre, nos entretiens, à la question du roman en vers et de la prose coupée, de son retour, en compagnie, je les cite depuis la droite jusqu'à moi, donc de Christophe Manon et Jean-Patrice Courtois. Christophe Manon pour Porte du Soleil, Hélène Laurin et Marielle Massé, Laurent Folliot, Daniel Deroulet et moi-même, et Tiffaine Samoyo. Deux mots donc pour introduire cet entretien, dont l'idée est née de la publication simultanée
de plusieurs romans qui, au lieu d'être des romans en prose, se présentaient comme des romans en vers ou des romans en prose coupée. Et Tiffaine Samoyo, quand elle nous a suggéré cette rencontre, évoquait ces romans en vers qui venaient juste de paraître comme des textes beaux, non pas, disait-elle, parce qu'ils sont écrits comme des poèmes, mais parce qu'ils proposent une forme qui fait corps, authentique et intense, avec leur récit. Et elle concluait, cette forme, elle se demandait que cette forme devienne plus insistante aujourd'hui, dit sans doute quelque chose de la littérature de notre époque. La prose est-elle devenue impropre, à dire nos vies éclatées? Le vers a-t-il retrouvé une part de sa force narrative? Les deux sont vrais sans doute, mais il y a peut-être encore autre chose. La tradition a été rompue, la plupart des fils qui nous reliaient au passé ont été coupés. Il me semble que la syllabse du terme coupé est ici des plus justes, à temps coupé, prose coupée. Ce que je veux dire par là, c'est que les écrivains qui sont là et qui ont choisi la prose coupée pour raconter veulent sans doute ébranler le temps de la lecture, son suivi, son enchaînement, en proposant quelque chose comme des différences de régime qui disent aussi les coupures que l'histoire inflige aujourd'hui à notre temps vécu. Ils cherchent, elles cherchent des formes pour dire la discontinuité du présent. C'est aussi une manière, sans doute, de s'inscrire dans ce mouvement qu'un écrivain ami de la revue, Jean-Christophe Bailly, a appelé l'élargissement du poème. Ces récits en vers, ces poèmes narratifs, offrent sa place au temps discontinu, dans des fondus enchaînés ou déchaînés parfois, dans un paysage de turbulence et de surimpression des temps, ou encore comme des lignes d'eau qui s'emmêleraient dans le courant des vers. Chacun de ces trois œuvres, qu'il s'agisse de Partout le feu, d'Hélène Lorrain, son premier livre, qui est un chant de colère et de lutte, qu'il s'agisse du récit d'un romancier confirmé, Daniel Deroulet, Le Bonnet Rouge, qui narre un épisode helvétique de la Révolution française, ou de Christophe Manon, un poète suivi, qui offre avec le tome 3 de Extrême et lumineux Porte du soleil, son voyage en Italie. Chacune et chacun, disais-je, essaie de dire l'irruption du temps de l'histoire dans le temps de la vie. C'est un peu comme si du sang jaillissait de ces fils rompus de l'histoire. Et on pense ici à Dante, mais le sang neuf, les sangs neufs de la poésie, voilà ce qu'écrivait Dante au chant 12 de l'Enfer, vers 43. Della scheggia rotta usciva insieme parola e sangue. De la cassure sortaient ensemble des paroles et du sang. On va donc s'employer cet après-midi à décrire devant vous ces sangs nouveaux qui coulent comme d'un rameau rompu, celui de notre présent. Tiffaine. Merci Martin, merci à vous tous d'être là. Je vais faire une très brève introduction parce qu'on veut surtout entendre les textes et les poètes qui sont présents avec nous et dont nous avons beaucoup aimé les livres. Et donc une petite introduction brève pour dire qu'il y a plusieurs questions, me semble-t-il, dans cette façon d'inquiéter la prose par le vers. On pourrait parler d'élargissement du poème, comme le fait Bailly et comme vient de le rappeler Martin. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose aussi de l'ordre de l'inquiétude de la prose, dans cette manière de la couper, mais pas seulement. Je pense qu'il y a... Enfin, les trois expériences de ce point de vue sont assez différentes et c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire que Hélène Lorrain, Christophe Manon et Daniel Deroulet ne font pas la même chose, n'écrivent pas la même chose. Mais donc il y a plusieurs questions que je voudrais évoquer rapidement. Il y a évidemment celle des genres narratifs et poétiques ici, qui orientent l'interprétation que l'on fait des textes. Il y a aussi celle des rythmes, les rythmes du vers et de la prose, qui ne recoupent pas non plus celle des genres, on le voit. D'où d'ailleurs la variété des formes possibles et la multiplicité des contestations du genre, dont on a 3 exemples aujourd'hui. Mais il y a une autre question qu'on aborde peut-être moins souvent et sur laquelle je voudrais m'attarder un petit peu, qui est celle de la temporalité, qui me paraît centrale dans la discussion que nous pouvons avoir ici. Une propriété du vers a souvent été la régularité. La régularité, on la définit à la fois par des règles et aussi par une chose qu'on oublie parfois, qui est le fait de retourner régulièrement et fréquemment donc, à la ligne. C'est le sillon tracé par la charrue qui, à un moment, se retourne pour tracer le sillon
à la fois parallèle et inverse. Cette régularité laborieuse, puisque c'est la régularité du labour précisément, est une temporalité saisonnière, donc une temporalité du retour, qui n'est pas tout à fait non plus celle de l'éternel retour, parce qu'il y a quand même un moment où ça s'arrête au bout du champ. C'est ce que Philippe Beck appelle le boustrophe, le mouvement du bœuf, je le cite, convoyant la charrue au bout du champ, puis en épingle à cheveux, sillonnant à l'envers, pour, continue-t-il, suggérer l'opération mentale exigée dans le poème ou révélée par lui. L'opération mentale exigée dans le poème ou révélée par lui. Ou on pourrait dire en d'autres termes, la reprise poétique de la pensée. Les versificateurs, les versificatrices s'obstinent à tracer des lignes et à recommencer. Ce qui rapproche, et là c'est aussi une question de temporalité, ce qui rapproche bien entendu la poésie du geste le plus archaïque de l'écriture, de la trace. Car si aujourd'hui certaines langues s'écrivent de gauche à droite et d'autres de droite à gauche, on connaît des écritures très antiques en boustrophénon. Le grec, par exemple, n'est devenu définitivement mono-orienté de gauche à droite qu'au 5e siècle avant l'ère commune. Il y avait encore des plaques, notamment de magie, qui étaient écrites comme ça, en boustrophénon, c'est-à-dire voilà, de droite à gauche, après on part comme ça, et comme ça, et comme ça. Tout comme, par exemple, l'écriture liturgique en éthiopien ancien, en gueuse. Alors la prose, elle, obéit apparemment à une autre temporalité. Elle ne revient pas sur ses traces, elle avance tout droit. Elle obéit, en apparence encore une fois, parce que beaucoup de littérature nous a montré d'autres choses, mais elle obéit à une temporalité linéaire et séquentielle. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas hantée par la reprise, qu'elle ne soit pas hantée, la prose elle-même, par le passé et par son retour, par tout ce qui fait retour. Mais lorsque ce passé fait retour, il le fait autrement, sans interrompre tout à fait la direction du récit vers sa fin. Alors si cette question temporelle me paraît importante, c'est parce qu'elle permet de ne pas tout penser en termes de genre et de transgression du genre. Voilà, est-ce que le vers transgresse le poème, le genre du poème, du roman par exemple? Est-ce que la narration transgresse le genre du poème? Même si beaucoup d'innovations se mesurent toujours ainsi, c'est-à-dire toujours à partir des identifications de genre. Mais dans ce domaine, on le sait, tout existe, tout est possible, surtout si l'on se réfère à plusieurs traditions poétiques dans différentes aires culturelles. La poésie nord-américaine est largement narrative. Il existe des autobiographies en vers dans de très nombreuses langues. Le roman en vers n'est devenu une contradiction qu'à partir de l'époque moderne et encore. Laurent Folliot va nous montrer le contraire. On pourrait multiplier les exemples. Donc la temporalité, c'est aussi une question de vitesse. Une question d'accélération et d'urgence. Et c'est pour ça que je ne reconnais pas, je pense qu'on ne peut pas penser les choses en termes de retour. C'est plutôt la coupe ou la coupure dans la prose aujourd'hui, on le voit particulièrement très bien dans le livre Partout le feu d'Hélène Laurin. C'est une question de vitesse et d'urgence. Et aussi d'irrégularité, c'est-à-dire que dans la régularité, il faut de la régularité pour qu'il y ait de l'irrégularité. Et c'est souvent dans les irrégularités que s'inscrit l'émotion. Lorsque le vers est trop régulier, il devient impropre à dire l'émotion. C'est ce que comprend Baudelaire lorsqu'il écrit ces petits poèmes en prose, comme la recherche là pour le coup, d'un élargissement, c'est-à-dire d'une prose poétique musicale, mais sans régularité. Assez souple ou assez heurté pour s'adapter aux ondulations de la rêverie, à la rythmique de l'âme en quelque sorte. Inversement, lorsque la prose est abîmée par la réification des discours, des formes de régularité problématiques, il faut lui redonner du rythme pour que s'inscrivent en elle les irrégularités propices à de nouveaux partages ou à de nouvelles inclusions. Et je pense que de cela, on va parler également.
C'est aussi une question d'extension. Il y a la question de la vitesse, mais aussi celle de l'extension. Ce que propose aussi Christophe Manon dans Porte du Soleil, dont le livre n'est pas sous-titré roman d'ailleurs, mais qui a inventé, peut-être qu'il n'en fait pas un genre, mais une forme qu'il appelle extrême et lumineux et qui est une sorte d'extension du vers. Tous ces changements de rythme, je dirais ce que je rassemble sous le nom d'irrégularité, sont propices à parler de certaines brisures, certaines coupures, la coupe pour la coupure, ou certains deuils. Et la nécessité du coup de briser le discours ou de briser la prose ou la narration, à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, parce qu'il y a une visibilité de ce geste. C'est-à-dire qu'on peut inscrire des régularités dans la prose et que ça soit moins visible. Là, il y a quelque chose d'immédiatement visible. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que c'est une coupure à la fois interne, inscrire des irrégularités émotionnelles, représentatives, narratives, et puis de les marquer extérieurement, comme plastiquement. Et beaucoup de ces histoires, enfin toutes ces histoires, sont des histoires de lignées brisées par la guerre, par l'émigration. Et ce sont ces cassures qui se reflètent en quelque sorte de l'extérieur par la disposition des phrases ou des fragments de phrases sur la page. Enfin, pour terminer, je dirais que, cette petite introduction, que le vers a aussi à voir avec le mémorable. Comment est-ce qu'on se souvient des choses? Comment est-ce qu'on les conserve? On en conserve la mémoire. C'est aussi une question de temporalité, puisque le vers, c'est ce qu'on peut apprendre par cœur, qu'on peut réciter ou qu'on a pris l'habitude parfois de réciter. Et on ne se souvient pas d'un roman comme on le fait d'un poème. Même si on n'apprend pas par cœur le poème, il nous frappe. Enfin, on peut avoir une mémoire visuelle du poème autant qu'une mémoire intellectuelle. Et il me semble, donc c'est une hypothèse que je risquais dans l'article où je parlais à la fois du texte de Christophe Manon, Porte du Soleil, et puis du texte d'Olivier Reux, Chant balnéaire, c'est que le roman est peut-être aussi devenu un petit peu le genre d'une ère qui oublie trop, d'une ère oublieuse, qui est trop confiante dans ce qu'elle a tracé, dans ses traces écrites qui vont rester, etc. Et cette espèce de confiance qui fait qu'on n'a plus besoin de se remémorer la littérature, qu'on n'a plus besoin de l'oraliser, voilà. Et que peut-être que ces formes de romans-poèmes, où on verra comment on les appelle, sont des formes qui nous apprennent de nouveau à porter une attention à ce qui se perd, et donc à ce qui doit se garder ou se conserver par cœur. Et c'est pour ça que je posais cette question. La frappe du vers permettrait-elle alors aujourd'hui de rétablir un rapport avec le mémorable? Donc nous allons évoquer chacun de ces textes les uns à la suite des autres avec leur travail propre, qui selon moi est vraiment très différent de l'une à l'autre et l'autre œuvre. Et donc j'aurais aussi beaucoup à dire singulièrement, mais je vais laisser la parole aussi à mes collègues. Je voudrais, juste pour terminer sur la difficulté du coup à appeler ces textes, évoquer un autre roman-poème antérieur, donc écrit au XXe siècle, qui est un texte de Georges Perros qui s'appelle « Une vie ordinaire ». Et récemment, en lisant la correspondance qui vient de paraître entre Pierre Pachet et Georges Perros au Bruit du Temps, Pachet écrit à Perros « Je suis en train de lire votre roman-poème », qui est en fait une autobiographie en vers, si on regarde très précisément le texte. Et alors là, Perros s'énerve terriblement en disant « roman-poème, c'est absolument affligeant d'avoir mis cette appellation sur mon livre, je n'y suis pour rien ».
Je ne le voulais pas, mon éditeur non plus. D'où est-ce que ça vient? Donc ça lui paraît complètement invraisemblable, puisque chez Gallimard, tout le monde se renvoie la balle pour dire personne ne veut la responsabilité de l'appellation de roman-poème. Donc c'est peut-être une des questions qu'on pourrait poser à nos invités aujourd'hui. Et puis, dans cette même correspondance, donc petit signe à Michel Deguy, donc, qui a souvent été à cette table pour parler du rapport entre vers et prose. Pierre Pachet écrit à Perros, parlant avec Deguy, je demandais où il y a en français une poésie qui sache raconter. C'est aussi un des enjeux de notre rencontre aujourd'hui. Je me demandais où il y a en français une poésie qui sache raconter, qui n'ait pas peur de raconter. Peut-être vaudrait-il mieux dire de dire. Il me disait, je ne connais que Perros. Allez-y, au diable les pensées qui ne racontent rien, qui ont peur de dire, ou quand et pourquoi elles se fabriquent. Penser pour avoir l'air intelligent, quelle pauvreté. Les poésies françaises que je lis sont trop souvent fabriquées comme poésie, en excluant des choses. Pas de récit, pas de calcul, pas d'information, pas de prose, en gros. Pas de graisse. Pas étonnant qu'une fois enlevé tout ça, ça soit un peu maigrichon et blanc. Je passe la parole à Martin qui va présenter le texte de Daniel de Roulet, donc Le Bonnet Rouge. Merci Tiffaine. Alors on avait eu plusieurs idées en imaginant cette rencontre, notamment on avait pensé inviter aussi Nathalie Bauer, la traductrice des livres en narratif en vers de Stefano Massini, parce que ça nous semblait une bonne idée de se demander comment une traductrice aussi traduit la question de la prose coupée, c'est pas du tout évident quand elle cherche du rythme. On avait pensé aussi à solliciter Jacques Darras, puisqu'en 2016 il avait publié un très long roman en vers qui s'appelle L'autobiographie de l'espèce humaine, qui est alors versifié, c'est 10 chants de 64 8 en octosyllabes. Et en fait, on a été frappé par la cohérence des 3 livres qu'on va présenter. Et notamment, cette cohérence, elle a été bien énoncée par Tiffaine quand elle parlait des brisures de l'histoire et du rapport à l'histoire brisée. Et le livre dont je vais dire 2 mots, mais il va le présenter mieux que moi, Daniel de Roulet. C'est un livre qui s'achève par ces vers. Les puissants vous accablent de leur succès, à leurs esclaves, au moins fortunés, seule la littérature rend la parole. Et donc ce bonnet rouge de Daniel de Roulet s'inscrit dans un double, si vous voulez, dans une double tension de l'œuvre de Roulet, qui est en fait très connu pour ses récits, et notamment ses récits d'enquête, dans lesquels la question de la vérité historique est partout présente, notamment, je pense, à Loiseleur, mais aussi aux 10 petites anarchistes. Mais le succès de cette œuvre narrative éclipse souvent le fait que Daniel de Roulet, à côté aussi d'une œuvre d'essayiste et de romancier qui réfléchit sur la littérature, je pense aux portraits clandestins qui sont parus l'année dernière, a aussi une œuvre de textes qui sont justement, alors c'est toute la question qu'a posée Tiffaine, en prose coupée, en vers, et je pense notamment à Terminal terrestre, qui est un livre qui est paru il y a quelques années et qui forme avec le bonnet rouge une espèce de système. Alors le bonnet rouge, c'est un récit en prose coupée qui relate des événements qui sont survenus en Suisse et en France à la fin du XVIIIe siècle, autour de la Révolution de 1792 en Suisse, et qui relate le parcours assez incroyable d'hommes qui voulaient la liberté, de Suisses qui voulaient la liberté, qui sont venus en France pour la trouver, et qui ont souvent trouvé les fers d'ailleurs, plutôt que la liberté. Et donc Daniel de Roulet va le présenter et lira aussi un extrait de son œuvre, et il veut le faire debout. Et il a le droit. Donc, bonsoir.
je suis toujours ébloui par les analyses subtiles qui sont faites par Tiphaine. Et là, je vais peut-être un peu vous décevoir, parce que moi, je parle juste de mon expérience et j'ai pas beaucoup les mots pour en faire la théorie. Dans prose coupée, le mot qui fait la différence n'est pas prose, mais coupé. Il existe aujourd'hui parmi les coupeuses et les coupeurs de prose de nombreuses variantes et même des intrus. Je ne défendrai donc ici que la prose coupée que je pratique depuis une vingtaine d'années, considérant que chacun ne peut théoriser qu'à partir de ce qu'il a expérimenté. Je relaterai 3 exemples d'expériences que j'ai menées à terme, c'est-à-dire qui ont abouti à une publication. Il s'agit d'un texte à propos d'un voyage, d'un texte à propos de la marche et d'un épisode épique, qui sera donc le bonnet rouge. Premièrement, le voyage. J'avais entrepris à 2 un voyage de 8 mois, allant grâce au transport en commun de la pointe sud du continent sud-américain jusque tout au nord du continent nord-américain, de Punta Arenas à Anchorage. J'ai écrit chaque jour une lettre à celle qui m'accompagnait, sans jamais lui faire savoir l'existence de ces lettres, sauf à l'arrivée, quand elle a reçu d'un seul coup 220 lettres écrites en cachette. Il s'agissait pour moi d'échapper à la banalité du couple et, comme j'avais chaque jour de ce voyage toujours en mouvement, un moment pour peaufiner mes phrases, j'avais pris exemple sur Charles Reznikov, capable de faire respirer sa prose par toutes sortes d'interruptions inattendues. La destinatrice de mes lettres n'avait pas besoin que je lui raconte le voyage, que j'en fasse un journal. Je ne voulais que m'échapper de la promiscuité forcée que vit un couple qui voyage pendant 8 mois. Je voulais répondre à cette question: quand dure le couple? Quand dure le couple? Un éditeur, ayant eu vent de cette bizarre littérature épistolaire clandestine, a voulu en faire un livre. Il m'a demandé de ne pas dépasser une page de 23 lignes par lettre, le format de sa collection. Je m'y suis tenu en coupant une 2e fois ma prose coupée. Ainsi, aucune de mes lettres ne dépasse ce format contraignant. La prose coupée m'a permis d'éviter le côté hymnique et sentimental de la correspondance amoureuse. En redevenant public, ce qui se voulait intime a gardé le caractère ambigu souligné par la prose coupée. Mon texte avait bien une adresse, mais il était aussi pour moi une feinte pour organiser un monde secret qui était à moi seul, en dehors des contraintes du couple. Je l'ai publié, d'ailleurs d'abord dans la revue Poésie, et il s'appelle « Terminal terrestre ». Le 2e exemple, c'est autour de la marche. J'avais publié plusieurs récits de randonnée seuls à travers l'Europe. Un livre sur Paris-Bâle à pied, un sur Milan-Rome à pied, un autre sur les traces d'un ermite, un autre encore sur la traversée à pied de la Suisse. J'ai donc une certaine habitude du déplacement pédestre et littéraire. J'ai aussi publié plusieurs chroniques de mes parcours de coureur marathonien, mais surtout un roman à propos du marathon de New York, La Ligne Bleue. Comme je me suis retrouvé dernièrement, donc 30 ans plus tard à New York, j'ai décidé de refaire à pied et en 2 jours les 42 km du tracé qui suit la Ligne Bleue et d'en rendre compte par un texte. J'avais donc à disposition l'expérience du récit de voyage à pied et celle d'un roman sur la course à pied. Je ne tenais bien sûr pas à faire la même chose. Ma traversée de New York ne se faisait plus sur un parcours routier transformé pour un jour en piste de sport, mais au milieu des encombrements de la circulation automobile. Je m'arrêtais de temps en temps pour noter une réminiscence, une impression, un étonnement. Au bout de 2 jours, plus épuisant qu'un marathon, j'avais tout ce matériau à quoi donner forme. Et sa forme de prose coupée s'est tout naturellement imposée. Ce n'était donc plus un récit de marche, encore moins le roman d'un coureur perdu entre les gratte-ciel. Et j'ajoute que pour la publication, j'avais repris les photos que mon éditeur américain avait insérées dans The Blue Line, la traduction de mon roman. Et des photos que j'avais prises en marchant pendant les 2 jours. Donc photos d'archives et photos contemporaines ont accompagné et fortement conditionné ma prose coupée. Le tout a été publié sous le titre « Révisiter New York ». Cela m'a permis d'avancer un peu dans l'expérimentation d'une forme que je ne copiais plus seulement chez Reznikov,
mais que j'avais faite mienne par toutes sortes d'essais, concernant notamment la ponctuation, les majuscules, faut-il les mettre au départ de la ligne, mais aussi les lignes vides et bien sûr la position de la coupe qui doit s'entendre ou pas à la lecture. Troisièmement, après l'exemple d'un texte sur le voyage et d'un texte sur la marche, j'ai produit avec le bonnet rouge un texte qui pour moi est un texte épique. Une épopée, ça parle d'un peuple ou d'un groupe social, ça parle de conflits ouverts, de fureurs, de batailles et de morts. Ça parle aussi d'un héros, si possible amoureux. J'avais publié il y a 10 ans dans une revue une chronique concernant un ancêtre encombrant. Il avait réprimé de manière atroce une révolte des mercenaires dont il était, comme on disait alors, le propriétaire. Mais cette chronique ne me semblait pas suffisante pour m'extraire de cette lignée familiale. J'aurais voulu faire ce que Hawthorne a fait en écrivant La lettre écarlate. Sachant que l'un de ses ancêtres était un juge qui avait condamné au bûcher les sorcières de Salem, il s'est mis du côté des victimes pour les réhabiliter et se démarquer de son ancêtre. C'est ce que j'entendais faire avec le marquis Jacques-André Lulin de Châteauvieux, dont j'avais hérité jusqu'au prénom. J'ai longtemps cherché une forme pour raconter la révolte des mercenaires de Nancy. Je ne me sentais à l'aise dans ce cas-là, ni avec le roman, ni avec l'épopée lyrique. Si je dis cela, c'est pour avoir expérimenté plusieurs cul-de-sac. J'ai écrit d'abord un roman, en prose, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je l'ai appelé Le bonnet rouge. J'y racontais comment ce couvre-chef a été d'abord celui des bagnards suisses de Châteauvieux, qui l'ont popularisé jusqu'à en faire le symbole de votre République française. La narration suivait l'histoire d'un régiment de mercenaires et les réflexions contemporaines d'un auteur qui tentait d'échapper à l'englument de ses origines. Ce texte existe, c'est même un assez gros roman classique, un de ceux qu'on appelle roman historique. J'étais tombé malgré moi dans un genre que je n'apprécie guère. Je me faisais l'effet d'un vieillard qui fouille ses papiers de famille pour en tirer une gloire personnelle accrochée aux branches de son arbre généalogique. Tout était à refaire. C'est alors en me mettant du côté des mercenaires et non plus de leurs propriétaires que j'ai découvert leur souffrance infinie. Au XVIIe siècle, un médecin militaire bâlois avait nommé cette maladie des mercenaires « maladie du retour ». Il avait inventé le mot « nostalgia », que les Suisses alémaniques traduisent par « Heimweh ». Or, la nostalgie des mercenaires était diagnostiquée comme une maladie contagieuse. Quand elle se déclenchait, elle pouvait paralyser et mettre hors de combat tout un régiment. Les médecins militaires n'avaient de thérapie que préventive. Il était donc interdit aux mercenaires d'évoquer par des chansons, voire par des images, le paysage de leur patrie. Walter Benjamin observera plus tard en lisant Gottfried Keller, là je le cite, « Le caractère suisse a peut-être nourri en son sein plus d'amour de la patrie et moins d'esprit nationaliste que n'importe quel autre. » J'avais moi-même à d'autres occasions expliqué pourquoi, en Suisse, plus qu'un nationalisme prévaut une sorte de patriotisme géographique qui s'embarrasse peu des frontières nationales. Comme je cherchais une forme à mon épopée des bonnets rouges, j'ai compris que je la tenais pour autant que je réussisse à mener de front une ligne épique et une ligne nostalgique. J'ai commencé par supprimer dans mon roman tout ce qui était mon embarras d'auteur contemporain. Merci à Gamben. Je n'en ai laissé trace que dans le dernier chapitre et puis, couche par couche, j'ai décapé mon roman. 80% des mots ont fini à la corbeille, d'autres se sont imposés. J'ai travaillé en m'éloignant toujours plus du roman. Entre-temps, j'avais lu Pontus, Massini et quelques autres coupeurs de prose. Mon texte a pris tout naturellement une forme de prose coupée. Mon histoire de pendu ressemblait à une ballade célèbre. Je l'ai présenté à l'éditrice de mes romans, qui m'a prié sèchement de mettre le tout à la poubelle. J'ai alors montré mon bonnet rouge à un autre éditeur, Hérolimite, qui ne publie pas de romans. Il était preneur et même s'il a fini par mettre sous le titre « roman entre parenthèses », c'était seulement pour la commodité des libraires qui l'aurait fait disparaître, soit au rayon poésie, soit au rayon histoire avec un grand H.
Voilà ce que je peux dire de mon expérimentation de la prose coupée à travers 3 exemples. Je ne renonce pas pour autant à d'autres genres sans coupe, comme l'essai ou le récit, mais je sais maintenant que pour moi la coupe de ma prose est devenue le problème et la solution, le pharmacone de mon écriture. À ce propos, j'ai encore 2 observations à ajouter. La première concerne l'oralité, la seconde, la traduction. Dans les textes publiés pour le théâtre contemporain, on trouve souvent une séquence de mots sans ponctuation avec une coupe décidée par l'auteur. Je me souviens de Michel Vinaver me disant qu'il lui était impossible de laisser des ponctuations dans ses textes prévus pour la scène parce qu'il ne voulait pas gêner leur appropriation par l'acteur qui allait proférer son texte. La coupe et le paragraphe, disait-il, sont une indication suffisante des intentions de l'auteur. Lui-même, quand il lisait en public toute une pièce qu'il avait publiée, marquait des respirations en fonction de la position des coupes. Dans les textes de Stefano Massini, publiés sous forme de livre, on entend déjà l'utilisation orale qui va en être faite sur scène. Pour moi aussi, le bonnet rouge peut être entendu sur scène. Deuxième remarque, la traduction. La traduction de ma prose coupée m'a fait encore mieux comprendre l'importance de la coupe. Pour la publication de mes textes en allemand, je travaille depuis 30 ans avec la même traductrice, et bien que je maîtrise aussi l'allemand, je n'ai jamais réussi à imaginer ce que ressentaient mes lectrices et lecteurs berlinois. Pour moi, le texte traduit est une transposition de mes textes, comme pour une mise en image, dont je ne peux contrôler que le sujet, mais pas le détail du cadrage qui fait tout. Comme ma traductrice allemande terminait le bonnet rouge, elle avait cru devoir respecter au plus près mes coupes et la longueur des lignes. Le résultat ne m'a pas convaincu. L'allemand, on le sait, place le verbe en fin de phrase et cela change tout. La coupe ne peut garder la place qu'elle a dans l'original. Les efforts de la traductrice pour respecter un rythme, le mien, pas le sien, ne me plaisaient pas. Nous avons convenu qu'elle allait trouver le rythme et les coupes qui correspondaient à sa traduction. Elle ne devrait plus respecter le nombre de lignes d'un paragraphe. L'éditeur a décidé ensuite de soumettre le résultat à un lecteur de Hambourg qui ne connaît ni l'histoire suisse ni le français. Ces remarques ont définitivement éloigné le texte de mes coupes et j'ai eu le plaisir de découvrir que ce qui peut paraître un détail, la coupe, est en fait l'endroit par où le texte respire. Et je terminerai par une citation traduite et en prose coupée, de Charles Reznikov. J'étais rongé par une lassitude secrète du maître et des strophes régulières qui m'étaient devenues trop fades. Les rimes et lignes lisses me semblaient affecter, un accent faux sur les mots et les syllabes, fleurs artificielles, dans les rues dans lesquelles je marchais. Le tout nouveau vers que certains Américains commençaient à écrire, après les vers libres français, peut-être, ou les rythmes irréguliers de Walt Whitman, m'avaient paru, comme je les avais découverts, justes. Pas découpés selon un modèle, aussi brillant soit-il, pas destinés à remplir ces moules tout près, mais des mots et des phrases qui coulent comme la pensée, qu'on puisse lire comme du langage ordinaire, si ce n'est qu'on s'arrête à la fin de chaque ligne, et cela comme une pause en musique ou un tour dans une danse. C'est tiré de À la source du vivre et du voir. J'ai le temps de lire un passage encore ? Oui. Alors, je lirai un passage où je voudrais vous faire entendre à la fois le côté épique, voire militaire, et le côté nostalgique autour de l'évocation d'un paysage. C'est au 2e chapitre, c'est sur le recrutement des mercenaires de Châteauvieux. Dès la première semaine, alors que leurs uniformes ne sont pas encore prêts, ils découvrent le sort des déserteurs. 50 soldats forment une haie, le déserteur remonte la file, chacun doit le frapper avec une courroie. Le malheureux tombe, se relève, doit repasser 8 fois. Ses vêtements sont déchiquetés, il est traîné au cachot. Le lendemain, tout recommence, le sang coule sur son pantalon. Avant le 8e passage, il perd connaissance. Voilà le sort des déserteurs. Il arrive qu'ils en meurent.
Le soir, à la parade, il se présente comme s'il partait en campagne, la giberne fixée sur une épaule, sur l'autre, le havre-sac rempli de linge, puis le sac à pain, les ustensiles, gourdes et marmites, le tout attaché par une courroie. Et encore le fusil, en bandoulière et en avant-marche. Ne t'avise pas de partir du mauvais pas. Le plus petit défaut, un cheveu dérangé dans la coiffure, et tu recevras en guise de bienvenue à la parade une grêle de coups. Au bout de 3 mois de ce traitement, la plupart prennent le pli. Quand ils se retrouvent en salle de garde, ils n'ont plus rien à se dire, jouent aux cartes, chiquent le tabac, boivent et ruminent. Parfois l'un d'eux lit un pamphlet, plein de bonnes idées sur la liberté, mais les autres ne les trouvent applicables ni en Suisse, ni dans le régiment. Un certain André de l'escouade de Samuel prétend qu'à Genève naîtra bientôt une république refaite selon ces idées-là. Il désertera pour en être, et cette fois, il la défendra. Certains d'entre les châteaux vieux ne s'adaptent pas, en perdent le sommeil ou bien, chaque nuit, mouillent la paille des dortoirs quand ils ne font pas ça en plein exercice. Ou bien ils hurlent, tels des taureaux blessés. Il faut leur mettre un chiffon dans la bouche. Les cas difficiles, ceux qui ne reviennent pas dociles, sont enfermés à l'asile. Personne n'en parle plus. L'un d'eux, natif de Lausanne, est devenu muet. Il est laissé tranquille sur son banc, à la porte de la caserne. Il partage l'écuelle des chiens. Allez savoir pourquoi. Chaque fois que Samuel le voit, il pense à Virginie. Peut-être à cause de ses yeux d'un bleu qui rappelle le Léman et ceux de cette perchette à laquelle il doit la découverte d'un continent. Il se souvient du jour où, pour la première fois, il accompagnait Virginie. La lueur de l'eau permettait tout juste d'éclairer la rive d'en face. Le miroir de l'eau était d'huile, pas un souffle, ils avaient dû sortir à la rame. Les bouées qui marquaient l'emplacement du filet se trouvaient au-delà du coude de la montagne. Ils s'étaient retrouvés dans un endroit isolé, au milieu d'une anse bordée de roches escarpées. Le soleil s'étalait sur les collines vaudoises après avoir remonté et vidé les filets jusqu'à remplir 2 grands seaux de perches. Ils s'étaient mis à comparer leur usage du Léman. Ayant vécu à Genève, puis dans le Pays de Vaud, puis dans le royaume de Sardaigne, Samuel avait fait remarquer que 5 États, y compris la France et le Valais, à la rive du Rhône, se partageaient le Léman. Il le considérait comme une vaste place publique où tous les riverains devraient pouvoir se rencontrer librement, sans être à la merci des douaniers, des gabelous et des sbires de 5 États différents. À quoi Virginie avait répondu qu'elle reconnaissait bien là les idées que son instituteur copiait chez Rousseau, lui qui se méfiait des frontières entre les pays. Selon elle, chacun devrait avoir droit à la solitude la plus absolue. Si elle le pouvait, elle exigerait que le Léman ne soit qu'à elle. Samuel avait pensé qu'elle se moquait de lui. Aujourd'hui, il se demande si leur enfant est une fille ou un garçon, Héloïse ou Léman. Merci beaucoup, Daniel, de rouler à la fois pour la théorie de ta pratique et puis pour la lecture du bonnet rouge. Et comment, en écoutant un moment de ton propos, ne pas rêver que des épidémies de nostalgie s'abattent sur les régiments. Voilà, alors maintenant on va écouter Laurent Folliot, qui enseigne la littérature anglaise à l'université de la Sorbonne. On lui a demandé, on le remercie d'être là, parce qu'il se trouve que la question du roman en vers dans la littérature anglaise du 19e siècle, dont il est spécialiste, a été très importante et a traversé des œuvres, vous allez voir, décisives. Et la revue Poésie, c'est ça aussi. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère que ce bref exposé ne fera pas trop la gare des Michards, si vous voulez, après la magnifique lecture que nous venons d'entendre. Alors, le roman en vers est une forme ou un genre qu'on peut qualifier de presque florissant dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle, à partir du romantique et à l'ère victorienne. Je ne parle pas de prose coupée parce que ce sont des poèmes qui sont écrits dans des formes métriques pour la plupart traditionnelles, quoique maniés avec beaucoup de souplesse et d'invention.
Je parle de roman en vers, même si l'expression de verse novel n'est, pour autant que je sache, pas usitée à l'époque. C'est une construction rétrospective, et à l'époque, ces textes-là sont des poèmes, essentiellement des poèmes qui tendent vers le roman. Alors j'indiquerai très rapidement qu'il y a peut-être 3 aspects par où ce corpus-là, ces romans-là, peuvent éventuellement entrer en résonance avec le roman en vers ou la prose coupée tels qu'ils s'écrivent aujourd'hui. 3 aspects, à commencer par l'expression de soi, entre le lyrisme et des formes d'autofiction, disons. Un deuxième aspect, c'est l'exploration des choses, par quoi ce type de poème court en parallèle, en quelque sorte, de l'évolution du roman à la même époque. Participe aussi de ce que Jacques Rancière a coutume d'appeler le partage du sensible opéré par la littérature et par les arts, le nouveau partage du sensible qui commence avec le début du XIXe siècle. Et puis l'intérêt pour l'histoire, pas seulement l'histoire avec un grand H et le sens de l'histoire, mais les histoires obscures ou minuscules et la vérité de l'archive aussi. Tonalement, je dirais que c'est un corpus qui oscille entre l'ironie et ce qu'on appelle en anglais earnestness, vous savez, cette espèce de sérieux brûlant, de sérieux moral brûlant, qu'on estime tout à fait caractéristique de la littérature victorienne. On peut aussi attribuer, voir ce corpus, au sens un petit peu lâche, comme procédant de 3 directions, que je vais essayer de préciser, et qui ont toutes plus ou moins à voir en fait avec le devenir du poème épique, précisément, à l'époque romantique. D'abord, pour contextualiser un petit peu plus, avec la soif d'épique qui caractérise le public et les élites britanniques à l'époque révolutionnaire et napoléonienne, puisqu'on recense, je crois, quelque chose comme une 30aine de poèmes épiques qui ont été écrits en Grande-Bretagne à l'époque du romantisme, mais dont je m'empresse de préciser qu'ils sont loin d'être tous lus aujourd'hui, évidemment. Et aussi plus profondément avec la nécessité qui se fait sentir à cette époque-là d'une relève de l'épopée, à l'ère industrielle, bourgeoise, post-révolutionnaire qui commence. Alors le plus évident, et peut-être aussi le moins riche de possibilités à long terme, c'est la fortune retrouvée du roman de chevalerie, a romance en anglais, par opposition à novel, y compris sous les formes du lait et de la ballade médiévale, et Walter Scott s'est d'abord fait connaître par de longs poèmes narratifs, avant d'inventer ou de quasi-inventer le roman historique. Et dans la seconde moitié du siècle, on a Tennyson, qui est le poète lauréat, qui réécrit le cycle arthurien, par exemple, dans ses Idylls of the King. Alors ça, c'est une forme relativement monologique ou monophonique du roman versifié, même si ça n'est pas sans subtilité de ton, sans une certaine ambivalence morale sous-jacente aussi. Mais ça n'est peut-être pas la voie la plus originale. Alors il faudrait aussi évoquer le poème autobiographique, qui est illustré par Wordsworth dans son Prélude, achevé dans une première version en 1805, mais publié à titre posthume seulement à sa mort sous forme révisée en 1850. Il a été traduit assez récemment par Denis Bonnecaz aux éditions du Cendre, c'est sorti en 2013. Je précise que c'est un corpus qui est assez abondamment traduit en français maintenant, donc il ne faut pas hésiter à en profiter. Voilà. Pourquoi un prélude? Parce qu'il devait s'agir de l'introduction à un poème philosophique encore plus long qui devait s'appeler Le Reclus et qui aurait été justement la relève contemporaine, méditative, intériorisée du modèle épique dont la manifestation la plus haute pour un Anglais à l'époque est évidemment le Paradis perdu de Milton. Alors, Wordsworth n'a jamais fini le Reclus, il en reste un prélude et une excursion, comme on dit, mais ce prélude est une des grandes œuvres en vers du XIXe siècle anglophone. Et par ailleurs, l'ensemble du projet est très important, très intéressant pour la pensée poétique moderne de l'œuvre, si vous voulez. Wordsworth lui-même comparant avant Proust l'œuvre projetée à une cathédrale gothique dont le poème autobiographique, lui-même aux dimensions de l'épique, aurait été l'antichapelle ou le narthex, si vous voulez. Voilà. Et ce poème publié en 1850 avait suscité évidemment un intérêt considérable. Je suis désolé pour l'écho que j'entends, j'espère que ça ne vous gêne pas. Bon, d'accord. Et on peut mentionner le roman versifié de Elizabeth Barrett Browning qui s'appelle Aurora Leigh, 1856. Là aussi, c'est traduit en français par Jean-Charles Perquin chez Classique Garnier, qui tient de l'exemple wordsworthien par certains aspects. Alors il s'agit par ailleurs d'un vrai roman, entre guillemets, au sens où il y a une intrigue romanesque d'amour avec du mélodrame par-dessus,
des bons sentiments, mais dans une langue poétique extrêmement souple, en même temps que ferme et affûtée. Et par ailleurs, le poème tient aussi de l'autobiographie spirituelle et de la méditation sur la vocation poétique, compliquée dans ce cas évidemment par la sensibilité proto-féministe qui est celle d'Elizabeth Barrett. Mais alors la troisième filiation est peut-être la plus intéressante, ça se discute, c'est la satire avec Byron et son Don Juan, publié en feuilleton de 1819 à 1824, brillamment retraduit chez Gallimard il y a une quinzaine d'années par Laurent Bury et Marc Poré. Alors, donc Byron, c'est ce grand seigneur franc-tireur qui n'a pas cessé de marquer ses distances avec les discours pseudo-chevaleresques à la mode dans l'Angleterre d'après Waterloo. Et en 1818, il se convertit au comique, à la lecture du Morgante Maggiore de Luigi Pulci, qui est un poème un poème de chevalerie comique du XVe siècle, qui est écrit en ottava rima. Et Byron tombe amoureux de cette structure strophique qui va autoriser chez lui les contorsions les plus funambulesques et les rimes les plus incongrues. Donc c'est une anti-épopée en même temps qu'une satire, et ça commence, puisqu'il était question de l'héroïque, ça commence par « I want a hero, an uncommon want ». Il me faut un héros, un besoin peu courant, dit-il, à l'époque où après Waterloo, il y a plein de héros, plein de soldats médaillés dans la haute société britannique. Donc Byron se tourne vers Don Juan, qui à l'époque est une espèce de figure de pantomime, et il en fait un brave jouvenceau, régulièrement passif dans les rapports de séduction où il se trouve pris, par exemple avec la redoutable Catherine de Russie. Et il le promène comme un véhicule ou un révélateur à travers l'Europe des anciens régimes finissants, où l'hypocrisie le dispute à la cruauté. C'est une espèce de Candide en vers, en quelque sorte. Il y a un côté picaresque cosmopolite qui passe quand même par une très vaste gamme de tonalités narratives. On va du comique à l'horrifique. Il y a un épisode cannibale, par exemple. On va de la satire à la romance. On va de la dénonciation la plus grinçante de la guerre. Ça se passe d'ailleurs aux confins sud de la Russie. Au lyrisme le plus subtilement désenchanté, disons. Diversité qui est accrue aussi par l'alternance entre récit et digression, puisque le poème s'ouvre volontiers à une sorte de causerie dégagée et sardonique. C'est un immense exercice de légèreté subversive. Parmi les rimes incongrues dont je parlais tout à l'heure, il y a celle entre Plato, Platon, et potato, patate. Platon, patate, voilà. Œuvre totale et anti-œuvre dans son refus de tout achèvement formel, prétendant, je cite, « trottiner gentiment jusqu'à une centaine de chants ». Inachevé du fait de la mort de Byron, si bien qu'on ne sait pas ce que la fin aurait été, mais il y a une hésitation dans les derniers chants, qui sont ceux du retour en Angleterre, qui est fascinante, entre quelque chose comme une pure satire de la haute société et de son néant, de sa vacuité, une espèce de grand poème sur rien, en fait, et d'autre part, l'amorce d'un trio romanesque sérieux, d'une forme de vérité romanesque, mûre, en fait, qui va au-delà de la simple satire du mensonge romantique. Je suis désolé, je parle longtemps, mais j'ai presque fini. Je voudrais évoquer, pour finir, un autre poème ou roman en vers du XIXe siècle britannique, une œuvre majeure dans laquelle on retrouve un petit peu du tropisme conversationnel qui est propre au Don Juan de Byron. Et c'est chez Robert Browning, justement le mari de Elizabeth Barrett, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le monologue dramatique, qui malgré son nom n'est pas fait pour la scène. Browning qui connut le sommet de sa gloire avec The Ring and the Book, l'anneau et le livre, 1869. Il y a une traduction qui date des années 40 de George Cohn, qui a été republiée au Bruit du Temps précisément, en 2009, avec une longue postface de Marc Poré. C'est magnifique. Le texte est basé sur des documents historiques réels, de vieilles archives que Browning avait achetées chez un bouquiniste sur un marché de Florence, en fait. Et ça raconte sur le mode polyphonique, c'est un roman en vers polyphonique, avec un luxe de détails matériels absolument digne de Balzac, en pas moins de 21 000 vers quand même. Ce que nous appellerions, nous, un féminicide qui se produit à la fin du XVIIe siècle, à Rome, sous le pontificat d'Innocent XII. Le meurtre par un hobereau d'une très jeune bourgeoise épousée par intérêt et de ses vieux parents. Voilà, un fait divers sordide. Et on a une progression savamment ménagée de point de vue en point de vue qui donne à entendre les voix de la rumeur, des protagonistes, les plaidoiries des avocats, les méditations du pape. Et puis finalement, on a la vérité qui émerge de ces 21 000 vers de grisaille trop humaine.
sous une forme quasi mythique en fait. Et pour finir, je dirais que cette fascination de l'histoire qui est vraiment au cœur de l'œuvre de Browning et qui est intéressante aussi étant donné ce qu'on a d'ores et déjà entendu de l'importance de l'histoire pour le retour à la prose coupée, c'est la redéfinition du poète en nécromant, en recréateur. Et la minutie de cette recréation, elle va de pair avec ce que Chesterton voyait paradoxalement comme le côté démocratique de Browning, sa volonté de tout dire, de faire place et droit à toute la vie, à tous ses matériaux sans exclusion. Et si la cathédrale a été de Wordsworth à Proust la grande métaphore de l'œuvre, elle fait place ici à l'anneau parfait, the ring, dans lequel l'artiste a fondu le minerai brut du fait historique de Buck, le livre, et c'est la citation sur laquelle je finis. Pure crude facts secreted from man's life when hearts beat hard. Du pur fait brut, sécrété par la vie de l'homme quand les cœurs battaient fort, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Folliot, pour cet exposé qui était pas simplement historique, mais qui donnait aussi à entendre des voix et d'autres brisures dans ces itinéraires poétiques. Et maintenant, donc, on va passer à Hélène Laurin, accompagnée par Marielle Massé. Et donc, je crois que ça va commencer par une lecture, si mes yeux ne me trompent pas. Exactement. Bonjour. Je vais pas introduire, je vais commencer par la lecture directement. Ils disent qu'il faut que je fasse mon deuil. Mes deuils. Ils ont un nom. Solastalgie, il paraît. Moi j'appelle ça mes deuils. De la baignoire remplie de mousse, de la vie à 20 degrés en toute saison, de la volupté de la voiture, du bonheur d'accumuler, le deuil des forêts humides, d'une vie sans cancer, le deuil du désir d'enfant, de la légèreté, des lacs gelés en hiver, de se savoir actrice d'au moins quelque chose, le deuil d'une vie consommée, de relations consommées, d'un travail consommé. Et de ces deuils, presque, vient le désir d'embrasement, l'envie qu'on m'effondre plus rapide, plus nette, le désir de savoir et d'en finir tout à fait, pour de bon. Le désir de me fondre dans les chiffres qu'on a tous oubliés sitôt lus, pourcentages et fractions, qui additionnés font beaucoup trop, ou vraiment plus rien du tout. Ça s'appelle brûler de douleur et faire avec. Je connais l'image des yeux creux de mes mous qui veulent plus rien dire, qui quelques jours avant regardaient encore avec moi sur l'ordinateur White Plants de Nicolas Imbert. Et puis, la chose minuscule dans mon ventre. Il y a plein d'images aussi pour ça. Une poussière, une étincelle, une promesse, une graine, des images sucrées comme la mousse framboise. Une ombre, une petite brise, curetée comme la bouffe dans la bouche de Pépou, expulsée, la poussière, l'étincelle. J'ai jamais très bien su si c'était fauteur ou moi qu'en voulait pas. J'ai tellement de voix dans ma tête qui scandent « Attention, tic-tac », cet autre compte à rebours. J'ai en persistance rétinienne l'image de moi dans un EHPAD, avec personne d'aimer pour se souvenir que j'existe. De toute façon, je serais morte avant alors. Quoi de plus généreux que de ne pas enfanter dans ma vie deuil et dans ce monde trou noir. Bientôt, elles seront mûres, les tomates de mes mous. Et quand je recueillerai leurs graines, je ferai comme l'homme maigre, le fou calme, je les extrairai séchées, assises à la table de cuisine bancale, des graines de tomates et d'autres plantes aussi. Et comme lui, j'expliquerai tout bas, comme si je parlais pour moi, ce sera sûrement le cas, qu'une plante pionnière peut germer dans peu de terre, qu'elle prépare le sol pauvre, la terre vierge, que les plantes pionnières, ce sont des fleurs qui peuvent germer dans les fissures du béton. C'est une subculture, l'avant-garde des plantes.
Elles seront mes camarades, elles qui provoquent le changement à partir de rien. Comme lui, j'évoquerai mon pacte avec les plantes, un perpétuum mobile. J'émietterai, éviderai, disperserai. Ça donnera des graines de violet à jaune dans une passoire en inox. Je comprendrai leur langue et leurs désirs au fur et à mesure du temps et je les assouvirai. Ce n'est pas si facile, j'expliquerai que certaines plantes, les chardons aux ânes par exemple, piquent, comme si elles ne voulaient aller nulle part. Mon travail et celui de la plante, ce sera un dialogue très difficile à décrire. Quelque chose de tranquille. Les choses qui soignent, je penserai, poussent surtout dans des non-lieux, des niches. Vous connaissez peut-être Partout le feu, c'est un récit en vers qui parle de la défense d'une terre qui ressemble à la mobilisation autour de Bure. Un récit qui est plein d'incandescence, de destruction et de soins. Et on a entendu les deux fils qui se tressent en permanence, ligne de mort et ligne de vie, dans la lecture d'Hélène, à la fois lorsqu'elle parle de tous les deuils d'espèces entières, deuil de territoires, deuil de formes de vie qui sont les nôtres dans la crise climatique, et de toutes les tentatives de germination, soins, puisque la vie toujours invente. Et avant de lui laisser très vite la parole, parce qu'on a surtout envie de l'entendre elle, j'avais peut-être deux petites choses à proposer. L'une qui est sans rapport apparent avec ton texte, mais qui m'est venue à l'écoute de ce que disait Tiphaine sur le retour de la charrue ou sur le boustrophédon. Et l'autre sur une coupe qui serait en fait plutôt une façon de protéger les flux, puisque moi c'est ce qui m'est apparu à l'écoute et à la lecture de ton texte. Et je trouve d'ailleurs que ce qu'on a entendu dans les deux lectures, c'est à quel point à l'oreille il nous est difficile de savoir quand ça coupe en fait. Donc quelque chose d'autre que la brisure se joue, il me semble, dans le retour à la ligne. Mais la petite histoire que je voulais vous raconter, c'était simplement pour partager avec vous l'émerveillement qui a été le mien en découvrant le travail d'une photographe et écrivaine qui s'appelle Nina Ferrer-Glaise, qui a travaillé avec son oncle à la ferme de son oncle à côté de Valence, et qui a publié un livre qui s'appelle L'agriculture comme écriture, et qui, pour travailler, a cherché à comprendre la solidarité ou l'entremêlement de ces lignes à elle, lignes de cadrage, lignes d'écriture, et des lignes que trace son oncle, lignes tracées dans la terre par le sillon, justement, lignes de conte, lignes de vie, encore une fois. Et pour avancer dans cette enquête, elle a, par exemple, eu l'idée de demander à son oncle de porter avec lui pendant ses journées de travail, donc en été entre 6h et 21h à peu près, hein, sur une ferme, sur une exploitation où il est seul, de porter un petit GPS, en sorte que tous les soirs, elle relevait les tracés du travail de son oncle. Et en effet, ce sont très souvent des tracés de cet ordre-là. Sauf qu'un soir, elle s'est aperçue, en faisant son relevé et en reportant les coordonnées sur sa feuille, qu'il s'était amusé à écrire son nom, son prénom à elle, dans sa terre, Nina. Et c'était très beau qu'il signe, mais qu'il signe non pas de son nom à lui, mais de son nom à elle, comme justement assurant par une drôle de ligne, une ligne un petit peu toute pourrie, enfin toute biscornue, assurant une transmission d'un degré d'émotion extraordinaire. Donc c'était juste pour vous parler de ce travail admirable, l'agriculture comme écriture. Et parce que l'un des... Oui, j'essaye de
activer mon téléphone en même temps. L'un des sujets qui court dans le livre, justement, c'est celui des graines d'un sol dont on essaye de protéger la fertilité. Et donc j'avais envie juste de faire une petite proposition, puis tu me diras si tu trouves ça pertinent ou pas, mais j'avais l'impression que cette prose coupée, plutôt que coupée, elle est contourée, où elle se donne des seuils, et même encore plus précisément dans ton cas, elle est pulsée. Il y a une brisure, il y a une coupure, mais c'est pour assurer une continuation absolue, une espèce de continuité d'intensité, un flux de choses importantes qui puissent ne pas s'arrêter, comme, pardon, parce que ça me fait penser à un sujet que j'essaie de porter un peu en ce moment, comme la continuité de la respiration, ou plutôt son recommencement, parce que c'était aussi ce que disait Tiphaine, sa reprise, son urgence à reprendre pour que la vie continue. Il y a cette pulsation ou cette coupure dans la respiration qui, pas plus que la charrue n'est d'ailleurs en 2 temps, mais en 2 temps plus une pause, le temps de laisser revenir le désir ou le flux de la vie dans la bouche. Donc couper, mais pour que la vie coule et que ça se dise. Et je crois que tu disais dans un entretien que cette coupure, c'était aussi une façon de faire en sorte que chaque mot acquiert un poids ou une lourdeur, et qu'il y a quelque chose comme une intensité qui ne veut pas faiblir. Et je crois que dans le récit en vers, il y a quelque chose de très fort qui va de ce côté-là. Quelque chose qui ne veut pas faiblir, maintenir cette intensité, maintenir l'intensité d'une voix qui s'adresse, qui vous tient par la manche, un peu comme ça. Hein. La citation de Pachet était très belle, que quelque chose se raconte, oui, mais plus encore que cette chose se dise et s'adresse. Et donc je me disais que, c'est parce que j'ai un handicap avec le roman, j'ai du mal avec le roman, mais pas avec le récit en vers. Et tout ça me faisait penser qu'il y a quelque chose dans le passage au vers d'un récit qui soigne en quelque sorte le roman de la fiction, qui fait en sorte qu'on ait toujours à faire un énoncé de vérité, même si c'est inventé, même si c'est fantasmé, même si c'est exalté, comme dans le cas du livre de Christophe Manon, même s'il y a un pur imaginaire du scénario, du script, que sais-je, il y a quelque chose qui n'est pas fabulé, du fait même du passage au vers. Et voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Ce que tu as dit m'évoque énormément de choses. Il faut que je choisisse par quoi commencer. Peut-être la dimension effectivement du flux. C'est vrai que je recherchais dans cette forme qui est venue intuitivement. C'était pas du tout une volonté de ma part, mais elle est survenue en écrivant les premières lignes du livre, qui ne sont pas les premières lignes du texte imprimé. Mais c'était un échange de SMS entre deux personnages. Et cette forme, finalement, ramassée dans une partie de la page, a fait jaillir en fait le reste du texte. Et il m'a semblé très tôt... en fait, elle n'a pas cessé de me séduire, cette forme, en m'étonnant et en me donnant des possibilités que je n'avais pas soupçonnées. Elle m'a permis d'y intégrer différentes choses. C'est une forme que je trouve très accueillante. Beaucoup de paroles de chansons notamment, mais aussi voilà, ce livre, ce film, documentaire, voilà, qui parcourt le livre, qui est un film que la protagoniste regardait souvent avec sa mère qui est décédée. Il y a des SMS, des emails, donc il y a cette hybridité qui me semblait être possible en fait dans cette forme. Et il y a aussi
il y avait aussi l'idée que finalement il y avait quelque chose d'assez organique dans le côté liquide en fait d'une ligne qui tombe, qui ne cesse de faire tomber les lecteurs, les lectrices dans la prochaine, un peu comme on tomberait d'une cascade. Et donc c'est à la fois liquide, mais il y a des rochers, on se heurte, parfois la langue bute. Il n'y a pas de ponctuation non plus, donc les lecteurs et lectrices ont ce travail-là de recomposer en quelque sorte. Et puisque tu parlais de ce texte qui a l'air très, très intéressant, l'agriculture comme écriture, c'est ça ? Ce qui m'a séduit aussi dans cette forme, c'est ce qu'elle laisse d'espace et de respiration, en fait, à droite des vers, comme, comment dire, la place que ça laisse aux lecteurs et aux lectrices. Et puisque moi je leur demande de travailler en fait à comprendre ce texte, et que certains vers sont ambivalents et que chacun va pouvoir y trouver son compte finalement. Ça m'évoque aussi, si on positionne comme ça peut-être le dessin d'un dessin sismographique où il y a l'idée aussi pour moi il y a l'idée du précipité. Donc cette réaction chimique, si je ne me trompe pas, je n'ai pas révisé, mais je crois que on introduit un fluide dans un autre fluide et un solide se forme. Et pour moi, il y a un solide qui est souvent biscornu. Et évidemment, précipité, ça a résonné particulièrement puisqu'il s'agit de parler d'urgence écologique, mais c'est aussi l'urgence évidemment intime, émotionnelle, dans laquelle se trouve Laetitia, ma protagoniste. Il s'agit aussi de perte de repères. Donc dans ce dessin, en fait, pour moi, c'est très important, en fait, graphiquement, comment ça s'organise. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus, et parfois le choix est moins peut-être linguistique que graphique. Cette forme permettait ça. Voilà. Oui, et en parlant aussi, ça m'a intéressé comme référence parce que là, c'est aussi très très graphique, mais avec de tout autre principe, en particulier beaucoup de ponctuation, etc. Vous référez à Arnaud Schmitt lorsque vous parlez aussi de ce travail, alors ça m'intéresserait de savoir dans quelle mesure. Oui, c'est un texte que j'ai lu pendant l'écriture de Partout le feu, il me semble. Ça fait peut-être 5 ans, qui m'a très fortement impressionnée. D'ailleurs, qui est extrêmement bien traduit. J'ai oublié le nom de la traductrice, mais c'est aux éditions Tristram. Et il y a... Claude Ril. Et donc c'est une forme fragmentaire, on est aussi dans un flux de conscience un peu délirant, mais en même temps le protagoniste c'est le seul qui a encore dans son paysage la lucidité, puisque ça se passe dans l'Allemagne nazie, c'est un employé des archives, et il a ce ton qui est finalement très ironique, très mordant. Il ne va pas hésiter à se moquer énormément, notamment de son fils adolescent qui est dans la Hitlerjugend, de ses collègues qui sont tous d'une médiocrité accablante et très nazie. Donc il y a cette intensité absolument incroyable dans la langue, il y a cette liberté folle, il y a un côté extrêmement visuel. Il y a tout un passage, c'est au tout début où il écrit flash et puis il énumère comme ça les flashs de souvenirs en fait. C'est un livre absolument incroyable qui se termine par une scène apocalyptique de bombardement, de feu en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte plus tard, puisque mon livre se termine par un feu. Le rapprochement peut se faire comme ça.
Et par ailleurs, Arnaud Schmitt, il a été aussi important dans ce texte pour sa théorie. Donc c'est dans Calcul 1 qu'il, en gros, qu'il écrit pourquoi il cherche à s'éloigner de je crois qu'il dit la vieille prose ou la chère prose d'autrefois, dont le déroulement de l'action est continu, et qu'il appelle à trouver des formes de prose qui s'adapteraient exactement au mécanisme de la conscience, qui se renouvelle sans cesse. Et c'est ce que j'ai essayé de faire d'une certaine façon. Il y a plein de façons de le faire. Pour moi, le fragment, notamment chez lui-même, réussit très bien à faire ça. Et c'est une forme qui m'intéresse beaucoup aussi. Mais là, dans Partout le feu, on est dans un flux de conscience, mais il y a des flashbacks, il y a des rêves un peu hallucinés à un moment, elle s'imagine en procès, donc il y a des rêves angoissés comme ça du futur. Il y a cette espèce de... On est vraiment dans un va-et-vient, dans un mouvement. Pour moi, ça permet vraiment ce mouvement, cette pulsation, comme tu disais, c'est vraiment très juste. Mon rêve, quand je l'écrivais, c'était de me dire, j'aimerais qu'on lise ce texte dans un TGV qui roule à 300 à l'heure, qu'on ne le quitte pas et qui nous accompagne pendant 2 heures, 3 heures, et qui fasse battre le cœur un peu plus fort. J'avais vraiment l'idée d'essayer de provoquer cette expérience-là chez les lecteurs et les lectrices. Merci beaucoup à toutes les deux, à Hélène Lorrain et à Marielle Massé. Et on arrive au dernier temps, au dernier duo de cet après-midi. On va donc écouter Christophe Manon pour Porte du Soleil. Et il est accompagné par Jean-Patrice Courtois. Voilà. J'aime bien dire merci, donc je voulais vous remercier d'être ici présent, bien sûr, et bien sûr remercier toute la rédaction de la revue Poésie pour son invitation, ainsi que Hélène et Daniel pour leur présence. Donc je vais lire un bref passage. Je ne vais pas en dire long, simplement il y a un prologue, donc je vais vous lire le prologue. Et ensuite, on sera pour quelques minutes à peine à Assise, Italie. Toute chose commencée, un siècle ou presque un songe, 3 générations d'êtres qui ne sont plus de corps, enfouis en terre étrangère, vie, dispersés à la surface du globe, dont il ne reste aucune trace, dans les temps qu'un halo qui palpite et scintille faiblement, comme une étoile variable, dans la poitrine de 3 ou 4 vivants tout au plus, 3 ou 4 qui séjournent, pour un temps encore, dans la beauté des choses, pour un temps qui séjourne, dans la beauté des choses, dont il ne reste dispersé, tout au plus qu'un halo. Et donc on était assises. Lorsque je pris le train à la gare de Perugia pour me rendre à Assise, je m'en souviens encore, c'était un lundi. J'étais d'une humeur massacrante, j'avais affreusement mal dormi, le temps était à la pluie, le ciel désespérément gris. Un méchant vent froid s'entortillait dans mes cheveux et me glaçait les os. Mon cœur étouffé sous l'angoisse, dévoré de pensées fiévreuses et infectes. Je mouillais intérieurement dès que quelqu'un m'adressait la parole. J'étais disposé à casser des gueules avec application à la moindre petite altercation. J'éprouvais cette inquiétude malheureuse des esprits qui coulent et exhibent leur nuit radicale.
Je sortis de la gare de Santa Maria degli Angeli sous une pluie sinistre et j'empruntai une petite route de campagne bordée d'oliviers et de cyprès pour rejoindre la vieille ville située à flanc de colline. Les champs environnants exhalaient une odeur de terre mouillée. Il n'y avait pas de voiture, j'étais le seul piéton à suivre la Via Padre Giovanni Principe. Pavé tout du long de briques rouges portant chacune le nom d'une personne suivie d'une indication de date et de lieu dont j'ignore la signification. Elle monte jusqu'au centre historique d'Assise et s'achève au bas d'un petit escalier sur la devise de Saint François, gravée elle aussi dans le sol, Pax et Bonum. Au cours de ma déambulation, je ne croisais qu'un vieux chien famélique au poil rare qui rongeait l'os d'un tibia au pied d'un calvaire. Dans le ciel encombré de nuages, des vols de séraphins brûlant d'amour, avec leurs 3 paires d'ailes rouges, projetaient des rayons sur les stigmates dont les mendiants, tous noirs de peau et vêtus de guenilles, étaient marqués aux extrémités de leurs membres. Attroupés à l'entrée de la ville, non loin des parkings où se garent les autobus chargés de touristes venus des 4 coins du monde, ils demandaient l'aumône d'un peu de nourriture ou de quelques menus monnaies en exhibant leurs plaies sanglantes qui sont, d'après Dante, le dernier sceau du Christ. L'amour vrai, c'est d'avouer ce qu'on sait. À Assise, je parcourais en tous sens, dans un état d'agitation fébrile, les moindres coins de la basilica di San Francesco, consacrée le 25 mai de l'an du Christ 1253 par le pape Innocent IV sous le nom de tête et mère de l'ordre des frères mineurs, perdue dans la foule des touristes parmi les groupes de pèlerins et de scouts, et j'écoutais les injonctions diffusées en boucle dans les haut-parleurs, appelant à respecter le silence et à ne pas prendre de photos. Dans la crypte, tandis que j'observais le flux et le reflux incessant des fidèles qui flottaient en se pressant pareil à la marée montante autour du tombeau de Saint François, ne contrôlant plus mes larmes, elles ont débordé et jailli de mes yeux. À Assise, dans la basilica inferiore di San Francesco, se trouvait une fresque de Pietro Lorenzetti représentant la déposition de la croix. On y voyait le corps de Jésus exsangue et décharné et ses disciples, parmi lesquels se trouvaient Nicodème, Joseph d'Arimathie, Marie de Magdala et l'apôtre Jean, la tête auréolée d'or, caressée, enlacée, étreignait sa dépouille, avec une ferveur pleine de douceur et de compassion. En vérité, je vous le dis, nulle partie de son corps glorieux qui ne fût honoré de baisers et de larmes. Le regard de Marie de Nazareth fixait les yeux fermés de son enfant martyrisé. Elle appuyait avec tendresse sa joue contre son front et soutenait sa belle tête d'une main, passant délicatement l'autre dans ses longs cheveux blancs, qui coulaient sur ses épaules comme l'eau d'une cascade. Nicodème, assisté par l'apôtre Jean, qui portait les 2 jambes du Christ, s'employait à retirer le dernier clou retenant son pied gauche à la croix, à l'aide d'une paire de tenailles, tandis que Marie de Magdala, à genoux, embrassait son pied droit. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous avons pensé avec Christophe on allait vous proposer une sorte d'échange de quelques paroles, mais je ne serai que le pigiste précaire de quelques questions. Le but étant de te faire parler, Christophe, le plus possible. Alors, je vais recommencer par un premier point qui nous réunit tous, celui du roman en vers. Et Tiphaine, Martin et Laurent Folliot ont bien montré qu'il s'agissait d'une question de configuration historique. Et même Pierre-Daniel Huette, en 1669, pour son fameux traité sur l'origine des romans, écrit à la demande de Madame de Lafayette et de La Rochefoucauld, dit que le roman s'écrivait autrefois en vers, mais que l'usage de ce siècle est de le faire en prose. L'usage de notre siècle est beaucoup plus pluriel, évidemment, puisqu'on voit que la question s'est posée de se demander si c'était des romans en vers auxquels Daniel Deroulet, Hélène Lorrain et toi-même pouviez reconnaître la nature. Alors ce serait ma première question, si tu veux bien. Que penses-tu de cette affaire de roman en vers? Est-ce que tu penses que cela peut s'appliquer à ton livre? Est-ce que tu reconnaîtrais ton livre dans cette expression?
Je pense qu'il y a une grande porosité des genres et des formes. De toute façon, j'ai pensé à d'autres... enfin, il y a cette question de prose coupée, par exemple, et j'ai pensé à un roman en vers pour de bon, qui est celui qui s'intitule La montagne volante de Christoph Franzmeier, qui lui parle de phrases flottantes. Et je trouve ça assez beau comme expression, en fait. Voilà, et en fait, moi, je dirais même ligne flottante, plutôt, que phrase flottante, parce que phrase flottante, en fait, on ne sait pas trop quand ça s'arrête, tandis que la ligne, voilà, c'est une ligne qui flotte, quoi. Voilà, chacun a ses petits dadas dans la vie, et moi, mon petit dada en ce moment, c'est plutôt la question du vers, donc voilà, je me suis dit que c'était pas, en tout cas pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne ce texte, c'est pas forcément de la prose coupée, c'est vraiment de la versification, et, enfin je crois du moins, ou en tout cas, enfin voilà, on travaille sur la question du vers en tout cas, qui en rejoint d'autres dans d'autres livres pour moi, et il me semblait que peut-être ce qui serait, s'il fallait trouver un terme pour catégoriser l'exercice, j'aurais peut-être préféré poème narratif, en fait, qui serait quelque chose peut-être à la fois de presque plus englobant, en fait, dans lequel on pourrait rentrer les romans en vers, et on pourrait, on en a parlé ensemble, et je te le dois aussi, y entrer les fables de La Fontaine, enfin, et peut-être même aller jusqu'à des formes de prose comme celle de Guyotat, hein, en tout cas celle des années 70-80, enfin les proses dures, je dirais, presque de Guyotat. Voilà, donc en tout cas, oui, pour moi, il y a quelque chose qui relève plus... alors, il y a quelque chose de narratif dans ce texte, donc, effectivement, un poème narratif, quoi. Et cela, presque pour trois raisons aussi. Alors, d'une part, parce que je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un... Alors, je sais surtout pas ce que c'est qu'un poème, mais je ne sais pas non plus très bien ce que c'est qu'un roman. Ça, c'est une des premières raisons. La seconde raison, c'est donc cette question de l'usage du vers, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est-à-dire que, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une question de vitesse comme ça. Il y a une question aussi presque d'élan vers le vide, quoi. Et en fait, ça s'arrête. Et alors on l'a peut-être entendu dans la lecture, mais c'est-à-dire que le petit prologue là a une scansion un tout petit peu différente, parce que ceux-là sont véritablement en vers pour moi dans mon esprit pour être un petit peu minutieux sur certains points. C'est-à-dire que je m'arrête à la fin du vers. Je marque le suspens. Parce que, effectivement, en fait, c'est comme une sorte de précipitation vers l'avant. Et il y a quelque chose que dit Agamben. Alors, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je préfère essayer de retrouver sa phrase. La sublime hésitation du son et du sens. Ça, c'est de l'approche, je crois, quelque chose comme ça. Idée de la prose, pardon. Voilà, cette sublime hésitation du son et du sens. Enfin. Et donc voilà, ça c'était une de mes questions. Enfin, il dit aussi que c'est l'enjambement qui fait la différence entre le vers et la prose. Et qu'il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'enjambements dans tout ça. Et le troisième point qui ferait que c'est quand même quelque chose qui relève plus de l'exercice poétique, c'est qu'au fond, comme vous l'avez peut-être aussi entendu un tout petit peu, eh bien ce sont des poèmes, en fait. Même si ils enchaînent dans le discours, mais il se trouve que dans la forme même du livre, eh ben, il y a un poème par page. Et j'y ai vraiment travaillé, c'est-à-dire que j'ai même réduit certaines fois certains poèmes pour arriver à ce qui rentre précisément dans la page telle que je le souhaitais. Et je me suis dit que là aussi, il y avait quelque chose à l'échelle, supérieure, c'est-à-dire qu'en fait, le récit, la narration, va de l'avant, comme le poème, enfin, comme le vers, mais s'interrompt là. Enfin, c'est une question de stase, quoi. Il y a une sorte d'interruption à chaque poème, et on relance. Voilà. Donc c'est à ces trois niveaux qui me semble peut-être enfin, interrompre le flux narratif, par exemple, comme le flux du vers, hop, et on repart. Exactement comme voilà, un niveau
disons, au-dessus. Oui, tu as raison. On a bien entendu que tu lisais des vers avec le suspens. D'ailleurs, tu lis ce livre exactement comme pour ceux qui t'ont entendu lire, comme tu peux lire Provisoire ou d'autres livres. C'est-à-dire, tu le lis de la même manière. Ce livre n'a pas une caractéristique particulière qui ferait que tu lirais les vers différemment des autres livres. Voilà. Alors, justement, en fait, quand on rentre dans la partie plus narrative, je n'applique pas les suspens que je devrais appliquer à la fin des vers. Parce que justement, alors là, bon, c'est une petite nuance, mais parce qu'en fait, comment dire, parce que pour moi, c'est des sortes de vers délacés, décontractés. Et il se trouve que j'ai aussi commis un ou deux livres en prose, mais en fait, j'aurais plutôt tendance à inverser la chose, c'est-à-dire que c'est pas le roman en vers, mais c'est de la... Pour moi, enfin, dans ma pratique personnelle, hein, la prose, c'est juste une extension du vers. C'est du vers tiré à son maximum. Enfin, c'était ça dans mon expérience. Parce qu'il se trouve que dans le premier de la trilogie, là, qui s'intitulait Extrême lumineux, ce sont des paragraphes et qui s'interrompent brutalement à la moitié d'un mot. Et le paragraphe suivant reprend à la seconde moitié du même mot, mais sur totalement autre chose. Et c'est donc la même chose, en fait. Il y a une sorte d'élan comme ça, qui est sur plusieurs pages, mais qui s'interrompt et qui reprend. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de plutôt... voilà, entre le verset et la... Enfin, pour moi, c'est une sorte d'extension du vers, quoi, la prose. Alors, il y a aussi du narratif, comme tu disais. Bon, tu citais La Fontaine, notre maître en matière de rapport poésie-récit, évidemment. Mais Pachet pensait aux contemporains quand il demandait où est voilà. Sinon, La Fontaine, évidemment, est là. Mais alors, la grande différence avec La Fontaine, si je puis me permettre, c'est que ce sont des fables, et donc, chez La Fontaine, chaque fable termine le récit. Le poème achève un récit. Or, là, dans ton livre, comme dans celui d'Hélène et de Daniel d'ailleurs, il y a, comme on dit dans le langage des séries télévisées, un arc narratif. C'est-à-dire que nous allons quand même du premier au dernier poème. Et on peut peut-être rappeler que tu pars en Italie faire un voyage pour essayer de documenter, à partir de ton arrière-grand-mère née en Italie, Mimma, qui est la dédicataire, essayer de documenter, disons, ce que tu peux trouver sur tes ancêtres. Bien, donc il y a ce fameux arc narratif, c'est-à-dire le fait que tu vas bien. Donc il y a une différence fondamentale. On va bien quand même d'un poème à un autre, il y a les coupes, mais on a bien, si je puis dire, un récit complètement narrativement coupé, avec des moments plus narratifs que d'autres, et des moments avec d'autres aspects. Tu es d'accord avec ça? Oui, il y a vraiment quelque chose... c'est vraiment un poème narratif, ça, il n'y a pas de doute. Il y a des moments de suspense, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ça reste aussi il y a presque... Oui, des moments de suspense. C'est-à-dire qu'en fait, le récit n'avance pas, il n'y a pas grand-chose en fait. Mais il y a quand même un déroulement du début, et on arrive à quelque chose à la fin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce serait même en fait... voilà, en fait, il s'agit juste d'une catabase, hein, en fait, d'une sorte de descente aux enfers et de remontée... donc voilà, c'est ça le fil narratif, si tu veux. Mais en l'occurrence, du coup, pour de bon, on le retrouve dans... je le tiens plutôt de grands poètes, soit de Dante, soit de Virgile. Enfin, c'est une sorte de revisitation humble, enfin, j'espère, de ce modèle présent. Voilà. Et c'est parce qu'il y a précisément ce fil narratif qu'il peut y avoir autobiographie. Alors, parce qu'il y a quelque chose de nature autobiographique, c'est-à-dire, on en a un petit peu parlé, du rapport poème, roman, autobiographie. Tu peux nous dire quelque chose sur cette dimension autobiographique, même si elle est peut-être un peu déceptive, parce que
finalement, si on lit ton livre, et tout le monde va le lire et l'acheter, comme celui d'Hélène et de Daniel d'ailleurs, mais c'est que tu pars pour documenter les points de départ de tes ancêtres italiens, puis finalement tu documentes l'histoire de l'art dans les églises. Je fais un raccourci. Oui, enfin, et ton propre état dans différentes situations. Je documente où je suis presque, où le récit ou le narrateur, parce qu'en fait il y a une petite nuance entre les deux quand même. Mais le récit est traversé par des par des tableaux, par des images de peinture primitive italienne, quoi. Bon, sur la question de l'autobiographie, elle est présente. Il y a un très beau, là aussi, j'avais envie de citer un texte, parce qu'en fait, il y en a beaucoup des romans en vers. Je pense à La Chambre d'Attilio Bertolucci, qui est un très très beau livre, et presque proustien par moments, enfin, qui est dans une langue sublime et qui est un récit autobiographique. Je pense que tu le connais bien, c'est pour ça que je me tourne vers toi. mais oui, il est traduit chez Verdier, enfin la première partie en tout cas, ouais. Il y a deux parties, ouais. par Muriel Gallo. Ouais. Et on est en train d'essayer de faire publier la seconde partie. Attilio Bertolucci, le père du cinéaste. Je serais très heureux de lire la seconde partie. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Et donc oui, voilà, il y a des romans, enfin, ou des autobiographies en vers, ça existe, on en a cité d'autres. Bon, moi, la question autobiographique, j'ai pas beaucoup d'imagination, donc je me sers un peu d'ingrédients personnels, mais c'est pour moi un prétexte, un ornement, enfin c'est un déclencheur plutôt qu'autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt des idées d'autobiographie commune, ou je sais pas, je pense aussi à Perret qui disait que ça part de soi et ça va vers les autres, quoi. C'est aussi plutôt qu'autobiographique, c'est aussi un texte qui est traversé par la notion de confession et d'aveu, enfin au sens de Saint-Augustin et qui est présent dans le livre Saint-Augustin. Oui, très, puisqu'il y a énormément de. En fait, il est tissé. C'est un livre qui est tissé avec d'autres textes. Voilà ce que je peux dire, je crois, sur cette question. Et sur la description, parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que on sait que il y a tout un problème dans l'histoire du roman narration, roman description. Claude Simon, dans des conférences célèbres sur Proust, est exprimé sur ce sujet, et tout le nouveau roman derrière. Mais voilà, comment tu intègres cette question de la description? Qu'est-ce qu'elle te permet de faire dans cette affaire du poème narratif? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Déjà, je crois que il y a des sortes de... les tableaux sont présents, un certain nombre de tableaux sont présents, on en a peut-être entendu un tout petit peu là. Je crois que ce n'est pas vraiment des ekphrasistes dans le sens pur du terme, parce qu'il ne s'agit pas de description, comment dire... je n'ai pas prononcé le nom. Ouais, détaillée, non, je sais bien. Et il s'agit plutôt d'être avec, de traverser, en fait, c'est peut-être même plutôt la peinture qui traverse le narrateur et la narration, d'être dedans, en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments où en fait on est presque dans un tableau le narrateur est presque dans un tableau du Moyen-Âge, quoi. Ça permet aussi la question des suspens. C'est-à-dire qu'en fait, là, d'un coup, la narration s'arrête, quelque chose se voit, et on repart dans un autre... Et on repart, quoi, comme ça. Des fois, on va presque d'un tableau à un autre, d'ailleurs. Voilà. Très bien. Merci à toi. Je vais finir en citant un petit bout de toi dans le numéro de la rue Poésie, l'agencement des mobiles, où tu es en train de parler avec Patrick Berard-Valdois, et voilà ce que tu dis.
tu veux modifier la façon de considérer l'adresse en disant ceci. Coucou, vous êtes là, nous sommes là, ensemble et semblables, nous partageons le même monde et à peu près les mêmes affects. Parlons-nous, échangeons, et ensuite nous verrons. Ça te va? Et ensuite on verra? Ça me va très bien. Merci. Bien, chers amis, je crois que vous avez vu la richesse de la question et aussi la variété que ces dispositifs formels entre fluide et boustrophénant, entre brisure et continuité permettent à des écrivains contemporains qui cherchent leur voix dans leur vie dans les formes. Alors merci à chacune et chacun, je vous propose de les applaudir collectivement maintenant. Merci aussi à Tiffaine, Samoyoa, Marielle Massé et à Jean-Patrice Courtois et à tout le comité de poésie. Merci beaucoup à vous qui êtes si fidèles à nos rendez-vous. J'en profite. Il y a des bulletins d'abonnement de la revue. Abonnez-vous, la revue a besoin de vous. Et j'ai le prototype là, du prochain numéro qui sort, là, le 185-186, qui sera en librairie la semaine prochaine, et que nous présenterons ici donc le 2 décembre, en compagnie de plusieurs poètes et traducteurs et traductrices. Et notamment, je sais déjà qu'on pourra compter sur Florence Moreau pour la lecture de son poème sur Dolenanti, la guerre, sur la présence de Claire Buchbinder pour la lecture de Katia Bolodowski, Kiev, ça fera un bel ensemble ukrainien. Voilà, on continue avec vous, on continue poésie, on remercie aussi Alain, la technique, et puis la Maison de la Poésie, et puis essayer de tenir dans cette période terrorisante. Voilà, merci à chacune et chacun. On va avoir, pendant que vous levez une seconde, Choki Abdelhamir va dire quelque chose. Il est du comité. Ou je te passe le micro là, c'est plus simple. Oui, c'est... Je parle d'ici ou vous parler de la part de la... Merci justement à la fin parce que j'ai voulu juste vous dire qu'il a fallu quand même, durant ce voyage extraordinaire sur les frontières entre la prose et la poésie, regarder, jeter un coup d'œil sur les textes d'origine. Nos premiers textes de la création, c'est-à-dire Gilgamesh, la descente d'Inanna, dans le bas monde, etc. Nous allons trouver ici presque des réponses, car Gilgamesh, on a mis une étiquette épopée, mais on l'a mis au XIXe siècle, après la traduction. Mais sur le texte lui-même, il n'y avait rien. Il n'y avait ni genre littéraire, ni auteur, ni même fonction, pourquoi ça a été écrit. Et comme ça, tous les textes anciens. Et quand on lit ces textes, et je vous invite à les relire à la lumière de tout ce qui a été dit, nous allons découvrir une chose qu'on n'avait nullement besoin de mettre une étiquette. Toutes ces étiquettes qui ont été mises arbitrairement 40 siècles après ne servent absolument à rien. Merci.